Bonjour, merci. La pression, effectivement, est importante. Merci, Monsieur Motron. Voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier Cécile Hervauchon, qui a eu le courage de m'inviter, on va dire, sur ce sujet pour me permettre de partager mes constats cliniques, notamment de mon expérience. Alors moi, je suis un peu un ovni ici, puisque je suis pédiatre, donc je suis insérée entre la génétique, la neuroscience, ainsi de suite. Donc on va voir. Vous allez voir et vous raconter mon expérience. Donc encore une fois, je suis pédiatre en Île-de-France. Je suis membre d'un collectif qui s'appelle Collectif Surexposition Écran et qui a été fondé avec des pédopsychiatres, des psychologues et pédiatres. Et je vous invite à aller sur vos écrans pour aller voir notre site. Il y a beaucoup d'informations. Voilà. Et donc, j'ai créé en 2019 une consultation que j'ai appelée une consultation sur exposition écran et dont je vais partager avec vous mon expérience en partie. Donc, depuis 2019, à Jean Verdier, Bondy, ça fait partie de la PHP, dans le 93. J'ai créé une consultation sur exposition écran parce que je me suis retrouvée au fur et à mesure de mon expérience dès 2016-2017 face à des enfants qui arrivaient avec des troubles du développement que je vais un peu détailler et à l'évidence, et c'est là le point essentiel, je dirais qu'il faut se souvenir de ce qui se passe actuellement, d'une exposition massive, intense, mais surtout précoce, d'une très grande précocité. Et c'est là ce point sur les écrans où il faut réfléchir. Donc je vois toujours beaucoup d'enfants de moins de 6 ans. Je passais à moins de 4 ans et maintenant c'est plutôt des enfants tout petits puisqu'ils ont 3 ans. Comment est utilisé les écrans chez ces enfants que je vois ? Eh bien, la télévision est allumée en arrière-plan. Il faut savoir qu'en France, on est à peu près à 45% d'enfants qui ont une télévision en arrière-plan, qu'on va appeler la technoférence, dont je vais vous parler ensuite. L'utilisation par l'adulte, par le smartphone, dès les premières heures, les premiers mois, donc au sein, au biberon, le parent l'exprime. Et l'âge d'exposition de ces enfants, il n'y a pas de faute de frappe, c'est entre 3 mois et 12 mois, et dans la majorité des cas, grosso modo, 4 à 6 mois. Une exposition qui est importante puisqu'elle est déclarative évidemment, mais les parents sont en confiance et me racontent leur quotidien et on est à comme vous le voyez, 6 à 8 heures par jour. Évidemment, tout ça se fait progressivement puisqu'il y a toujours une intolérance à l'arrêt de l'écran la plupart du temps, une augmentation progressive de ce temps d'écran au vu de la frustration de l'enfant. C'est très souvent la télévision, c'est parfois le smartphone des parents, la tablette achetée par les grands-parents, merci, mais la télévision reste extrêmement importante. Ils sont non accompagnés, ils choisissent parfois leur programme seuls, le plus souvent, et c'est YouTube Kids qui date de 2016. Là aussi, quand on parle d'études, il faut savoir que YouTube Kids est arrivé en France en 2016, et donc la profusion des dessins animés qui sont proposés est tout à fait importante dans toutes les langues. La raison initiale, principalement, c'est pour calmer. Et ça marche super bien. Moi, j'ai 5 enfants et donc on sait tous, ceux qui ont des enfants, combien ça marche très bien. Aussi, évidemment, pour l'occuper, pour le faire manger, voire même pour le faire dormir, pour le calmer. Ces enfants présentent des symptômes variés, divers, ce que moi j'ai appelé un syndrome de surexposition écran. La discussion est ouverte. Il s'agit la plupart du temps de garçons, et c'est un fait, c'est un constat, qui ont des troubles des interactions, qui ont un retard important, voire une absence totale de langage, qui ont un langage plaqué. Mon infirmière qui travaille avec moi, qui est la seule personne qui m'aide, on manque de moyens, la PHP, vous le savez, entend ces enfants avec ces comptines répétées, pas que l'alphabet, pas que les chiffres, mais ce qu'on appelle aussi un YouTube Live, qui est une espèce de dessin animé qui répète en boucle, qu'ils ont entendu pendant des heures durant. Ils ont aussi des intérêts restreints, des difficultés d'adaptation, des troubles de l'attention, des troubles du sommeil en qualité, en quantité, des troubles du comportement, souvent agitation, des troubles de l'humeur, des troubles de la motricité fine. Les maîtresses qui les voient à 3 ans en petite section de maternelle disent qu'ils ont la main molle et qu'ils ne savent pas du tout se servir de leurs mains. Ils ne savent pas utiliser un crayon puisqu'ils ne l'ont pas utilisé, puisqu'ils font ce genre de choses sur l'écran. Des troubles alimentaires, c'est secondaire. Donc comment expliquer cette association ? Et moi je suis ouverte à toute discussion évidemment, mais première hypothèse, est-ce que ce sont des enfants qui souffrent d'un trouble neurodéveloppemental qui regardent beaucoup les écrans ? Donc ça, c'est un premier point. Et je vois des enfants qui ont des troubles du spectre autistique et qui sont extrêmement attirés par les écrans. Et on le sait, la technologie attire les enfants TSA et qui regardent donc beaucoup les écrans. Et donc, on va voyager en retravaillant un petit peu sur les drapeaux, par exemple. Donc là, la Chine, où on montre donc effectivement les enfants. Là, c'est un groupe de petits-enfants, 40 mois, 636 enfants, montre que quand le temps d'écran
qu'ils ont référé à un score qui s'appelle le Screen Q, qui est tout à fait intéressant, avec 4 points d'utilisation de l'écran, et plus élevé dans le groupe qui était là de 636 enfants, dans le groupe d'enfants souffrant d'autisme, et que plus le score d'écran était élevé, plus le score CARS dans ces cas-là était élevé. C'est une donnée, on le sait, ça date là de mai 2024, donc tout récent de Peng, que les enfants ASD sont attirés par la technologie. D'autre part, là, nous partons au Japon. Il existe donc probablement aussi un terrain génétique de TSA favorable à des temps probablement d'écran si élevés chez ces enfants. Et là, par exemple, une cohorte japonaise de tout petits enfants, 24 à 40 mois, montre que le risque génétique, et on en parlera après, de TSA est associé à un temps d'écran plus long. Donc ces enfants qui ont peut-être ce terrain génétique particulier ont un risque plus élevé d'utiliser les écrans. Et les auteurs dans cette étude montrent qu'un temps d'écran élevé est plutôt un signe précoce de terrain à un risque de TSA plutôt qu'une conséquence. Et une autre hypothèse qui m'interpelle donc également, évidemment, c'est que je vois des enfants qu'on va dire neurotypiques, très probablement, ou des enfants avec des fragilités, évidemment, génétiques, neurovisuelles, comme l'a noté Sylvie Chocron ce matin, un pourcentage, elle montait jusqu'à 13%. Donc ils sont exposés encore une fois de façon extrêmement précoce, et cette notion-là, on ne l'a pas à mon avis, est massive donc en plus, et qui vont développer probablement des retards majeurs en raison de cette exposition. Alors pourquoi on en est là ? Eh bien, j'ai travaillé sur ce sujet, et là, je vais dérouler un petit peu tout ce que je connais sur le sujet en allant très vite pour respecter le temps. Mais donc, il faut savoir que la proposition n'est plus celle que moi, j'ai connue il y a longtemps, par exemple, avec mes enfants. Il y a une avalanche de jeux vidéo, une avalanche, vous le savez, de réseaux sociaux. Je ne parle pas de l'enfant, je parle là du parent qui est complètement capté, évidemment, par toutes ces propositions, et l'enfant à côté. Ces propositions, que ce soit Gulli, Netflix Kids ou ce que vous voulez, c'est 24 heures sur 24. Il n'y a plus du tout cette notion d'un début, un milieu, une fin. Et puis ce fameux YouTube Kids de 2016, qui est arrivé en 2016, les parents le connaissent tous, moi personnellement, et ce n'est pas un biais parce que mes autres collègues, notamment pédopsychiatres aussi, le racontent. Donc cette notion aussi dite pédagogique de ces applications est un problème puisque les parents pensent que les applications font mieux qu'eux. Alors si évidemment les écrans étaient utilisés de façon éducationnelle, avec un temps et un contenu adapté, interactif, partagé, et des parents informés, nous n'en serions sûrement pas là. Ce n'est pas le cas. Dans la majorité des cas, observez autour de vous, évidemment, les écrans ne sont pas utilisés de cette façon. Et ce n'est pas seulement dans le bus ou au restaurant, c'est partout. Et les parents le racontent encore une fois très bien. Donc, comment les enfants utilisent les écrans chez les petits ? Eh bien, une petite lunette. Moi, j'ai fait une étude donc, à Jean Verdier, à Robert Debré et Trousseau, et on a retrouvé 171 enfants, donc des tout petits, âgés en moyenne de 24 mois. Et le temps moyen d'écran déclaré à cette époque-là était aux environs d'1h30. Mais surtout, ce qui me questionnait dans ça, c'était la première, et c'était déclaratif. Et les parents ne sont pas très fiers quand c'est comme ça pris tout venant, de dire que le temps d'écran d'exposition la première fois, c'était 12 mois, que seulement 9% de ces familles, des enfants respectaient les recommandations. Je vous rappelle, en France, c'est normalement pas d'écran conseillé avant 3 ans, donc seulement 9%, que les contenus étaient essentiellement des dessins animés, qu'il y avait quand même 9% des enfants qui avaient une télévision dans leur chambre, ils sont tout petits, ils ont 2 ans, qui choisissaient seuls leur contenu dans une fois sur 4. Et la raison essentielle que l'utilisaient les parents, et ils le disent tous, c'est très clair, c'était pour calmer l'enfant. Évidemment, il y avait d'autres raisons. Le temps d'écran augmentait avec le temps d'écran des parents, l'âge de l'enfant, gardé au domicile, la télévision allumée en arrière-plan, évidemment. Donc, quels sont les effets des écrans que l'on connaît et qu'il faut connaître pour mieux comprendre, à mon avis, l'impact qui arrive dans le quotidien des enfants ? Les effets de la captation d'immersion, un mot, la diminution des interactions parents-enfants très précoces et qu'on appelle la technoférence, ça c'est un mot à connaître, le déficit de transfert qu'on ne connaît pas toujours, la théorie du déplacement, l'effet de temps volé, ça vous parle je pense, et puis j'ai rajouté aussi l'impact sur le développement neurovisuel, quel est-il ? Ça, moi je pense que les écrans avec ces lumières extrêmement rapides, ainsi de suite, est un point important. La captologie, c'est un maximum de recettes fait par Monsieur Fogg il y a maintenant plus de 20 ans, dont nous sommes tous victimes. Donc nous, certes, on fait avec, mais les parents, les familles, et donc évidemment les enfants, mais surtout les parents. Les jeunes parents qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, les jeux de vidéo, ainsi de suite, sont dans ces processus de captologie. Ils ne le savent pas toujours, évidemment, à quelle sauce, on va dire, on est tous mangés.
Et donc cette captologie, il y a des tas de recettes, et je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais qui sont appliquées dans les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les applications, les plateformes, quels que soient les âges, avec un système qui fait qu'on a un ciblage de la publicité et une augmentation évidemment via les algorithmes pour entraîner une dépendance, puisqu'on vous donne ce que vous aimez. Vous savez bien, les fameux petits chats ou autres sur le film. Le deuxième point important, là où j'insiste un petit peu plus, c'est la diminution des interactions parents-enfants. La technoférence, étudiée par Brenton Bagnaliel, en fait, elle correspond au fait qu'il y a une interruption, une intrusion de l'écran dans les relations familiales, c'est ce qu'il a étudié, et dans les relations parents-enfants. Donc une technoférence qu'on connaît depuis très très longtemps, qui est déjà ancienne, c'est la télévision en arrière-plan. Un foyer sur deux, je vous ai dit, en France. Et ça modifie les capacités langagières des enfants. Mais l'autre point qui est tout à fait important, c'est que depuis les écrans nomades, l'utilisation de l'écran fait une grosse différence. Alors, quelques études, par exemple dans celle-ci, 2017, où les mères déclarent 1 sur 4 environ être distraites par les écrans. Quel est le retentissement de cela ? Eh bien, par exemple, le travail de Sarah Miruski, c'est ce qu'elle cherche en 2018 sur des petits nourrissons, 50 nourrissons, où elle se place en façon expérimentale, dans une situation équivalente que vous connaissez tous, celle du still face, dont je vais reprendre un petit peu pour bien comprendre, avec un portable au lieu du still face de la maman. Et donc la question est, est-ce qu'avec ce portable, est-ce qu'on se rapproche effectivement des effets du still face? Donc on redit, le still face, c'est ces différents éléments successifs, des signes positifs du bébé, de la maman, la sollicitation de la maman du bébé, puis après ce still face, cette maman qui ne réagit plus, les signes de stress, et surtout cette dernière partie très importante qui est la phase de réunion, la signe d'accordage entre la maman et l'enfant quand elle reprend après ces 2 minutes d'interruption. Il se passe la même chose, probablement, avec ce téléphone, ce portable qui interrompt ces interactions avec ce bébé qui réagit de la même façon, selon les expériences de Miruski et d'autres, avec ces signes de stress qui sont pareil, la même séquence, et avec cette phase de réunion également sur lequel elle montre, notamment Miruski, que les difficultés sont bien plus importantes quand la mère rapporte avoir souvent son portable. L'enfant montre des signes positifs moindres d'affection et un moins bon réengagement à cette 3e phase où on reprend le lien avec sa maman. Une autre étude, Stockdale, ça c'est 2020, 227 nourrissons, et elle montre également sur ces tout petits bébés qu'elle retrouve des réactions du bébé équivalentes à celles observées donc dans les expériences de still face. Une autre également encore, 332 mères de tout petits enfants, 2 à 6 mois. Donc ça, c'est de 2021. Et là aussi, une plus grande utilisation des écrans durant les interactions mère-enfant montre un comportement affectif plus négatif, voire une moins bonne également qualité de l'attachement mère-enfant. Kraft-Barr, je n'avais pas le temps d'en parler également, même si on a parlé de l'attention conjointe, des effets de la technoférence probablement aussi sur une installation de l'attention conjointe de moins bonne qualité. Le 3e point, c'est le déficit de transfert. Je ne sais pas si vous connaissez, mais déficit de transfert ou déficit vidéo, c'est Rachel Barr en 2005. C'est la base des recommandations américaines sur l'utilisation des écrans. Et par des études reproductives chez les enfants de 2 ans, elle a montré qu'on apprenait moins bien en 2e dimension qu'en 3e dimension. Et puis, le dernier point important, c'est la théorie du temps volé, parce que les journées faisant toujours 24 heures, n'est-ce pas, en 2024, si on utilise beaucoup l'écran, il va y avoir des impacts. Et différentes études que je vous passe, mais il y en a beaucoup d'autres, canadiennes par exemple de Madigan en 2019, 2440 enfants, des petits-enfants à 24, 36 et 60 mois. Et on montre que plus le temps d'écran est élevé lors de la première évaluation, plus le test cognitif à 3 ans puis à 5 ans est moins bon. Une autre, les Danois, on révisite toujours les drapeaux, 31 000 enfants de 2 à 3 ans, là aussi un usage important des écrans entraîne des difficultés de langage et de compréhension. Là, une autre encore, américaine, c'est sur un autre sujet, c'est sur l'indice de régulation du tout petit enfant, 9 mois, 2 ans, qu'il montre là aussi qu'on a des difficultés de régulation si on utilise trop les écrans, soit parce qu'on est un enfant difficile et on va continuer à utiliser beaucoup les écrans, soit parce qu'on a appris à se calmer avec ce type de moyens. Ça, c'est l'accord Gusto, c'est aussi tout récent comme résultat. C'est Singapour, là, le petit drapeau. 229 enfants, tout petits. Et donc, on étudie en longitudinal de 12 à 54 mois leur aptitude sociale. Et on évalue également leur temps d'écran à ces différents âges. Donc, des temps élevés d'écran à des âges précoces conduisent
à l'évidence dans cette étude et dans cette étude longitudinale, à des aptitudes sociales plus faibles et à des comportements plus atypiques. Dernier point, le retentissement sur le sommeil, il est majeur. Là, l'enfant est un peu plus grand et on le sait tous, la lumière bleue, l'émission de la mélatonine, les contenus très excitants que les petits-enfants ou les plus grands, bien sûr, peuvent voir, fait qu'on a un retentissement sur le sommeil, tant en qualité qu'en quantité. Et donc des problèmes qui vont ensuite arriver, des fonctions exécutives, des apprentissages, des troubles de la mémorisation et de l'humeur. Donc là aussi, il y a beaucoup d'études, il y a un consensus sur les retentissements sur le sommeil. Là, je vous ai mis celle-ci parce que c'est des tout petits, 6-36 mois, et qui montrent que le sommeil est perturbé en qualité, en quantité, avec un endormissement tardif en fonction du temps d'écran. Alors, je vous raconte deux histoires qui m'ont beaucoup, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais celle-ci particulièrement parce qu'elle est presque expérimentale. Et c'est là où je pense qu'il faut s'interroger. Cette petite fille, 14 mois, 4e enfant, elle est née à terme, pas par le siège. Développement normal, pas de problème particulier, une maman qui a ses 4 enfants et qui n'a pas beaucoup utilisé les écrans. Et pour des raisons familiales, bref, elle est partie 2 mois en Tunisie où elle a laissé cette petite fille qui gigotait bien, qui marchait déjà à ses parents. Et ses parents, ne sachant pas trop bien quoi faire de cet enfant, l'ont collée, on va le dire, devant un écran. Et elle s'est retrouvée 8 à 12 heures par jour pendant 2 mois sur Peppa Pig. Ça paraît fou, mais c'est comme ça et c'est pas si rare. C'est là aussi où je pense qu'il faut se poser cette question. Cette petite fille est descendue de l'avion au mois fin août 2021 à l'époque et donc la maman dit je ne reconnais plus mon enfant. Elle m'avait trouvée sur les réseaux sociaux. Elle est passive dans sa bulle, est arrivée à Jean Verdier et moi comme j'ai peu de moyens et vous savez la PHP on n'en a pas beaucoup et j'ai beau réclamer beaucoup d'aide auprès des pédopsychiatres et autres. Bon bref, je fais un test de cul-de-chat qui est à 69 donc très anormal. Et puis cet enfant, elle est vraiment dans une perte de relation. On parle des écrans, de ce qui s'est passé. Évidemment, la maman arrête les écrans qu'elle n'avait pas donnés puisque c'était ses parents. La petite fille reprend son développement au bout d'un mois et demi et me re-regarde, je la revois. Enfin bref, on est dans l'expérimentation vraiment et un cul-de-chat à 24. Une histoire plus classique et j'en ai plein des comme ça. C'est Conrad, un petit garçon de 22 mois. Vous voyez ce questionnaire, c'est un questionnaire que je donne aux parents lors de ma consultation, puisque je n'ai pas le temps de vous raconter toute ma vie sur ma consultation, mais il y a une première fois et une deuxième fois, et ce questionnaire, il y a 18 questions, il est assez précis, et les parents sont en empathie, on est ensemble, et donc on se dit la vérité. Donc ils cochent toutes ces cases, et ils disent si la télé est allumée, pour quelle raison, pour manger, pour dormir, ainsi de suite. Combien de temps vous utilisez l'écran? Ce n'est pas moi qui le mets, c'est les parents. Cette maman normale, un petit garçon, c'est un 2e enfant. L'aîné, la petite fille va bien. Il est né à terme, il n'y a pas de problème de santé particulier. La famille n'en a pas non plus. Elle coche son quotidien. Et elle dit, au fur et à mesure, avec la captologie et tout ce que je vous ai raconté, on est arrivé à 8 heures sur une journée de 24 heures pour un enfant de 2 ans à peine, par jour d'écran. D'écran devant lui, pas la télévision en arrière-plan qui est en plus allumée dans cette famille. À quel âge a-t-il commencé? Moi, j'ai des parents qui cochent naissance, je vous promets. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis cette case. Et là, on est à 9 mois. Et la maman ne décrit pas une technoférence très importante puisqu'elle dit regardez les écrans 2 heures par jour. Cet enfant, quand je le vois, il va pas bien, il ne me regarde pas, il n'a pas de langage, il a un cul-de-chat estimé, je répète, je n'ai pas assez de moyens et vraiment, j'aimerais faire différemment. À 45, très anormal. On aide ces familles évidemment avec mon infirmière. On ne fait pas que dire arrêtez les écrans. Il y a une ordonnance de 2 pages où on explique comment un enfant apprend à jouer. D'ailleurs, les parents ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'on leur réapprenne comment un enfant apprend à parler par le jeu. Et donc, je revois cet enfant 4 mois plus tard et c'est ce que je fais avec ces enfants et qui a un cul-de-chat à 14. Bien sûr que j'ai des enfants qui ne répondent pas à ces résultats-là, mais j'en ai quand même. Et c'est là où on doit, à mon avis, se poser des questions. Et j'ai publié quelques cas d'enfants pour lesquels nous avons fait un sevrage avec d'autres de mes collègues et qui se sont améliorés partiellement ou totalement. Donc j'en viens à poser cette question, exposition massive et précoce aux écrans et anomalie du développement. Donc on se retrouve avec des enfants bien sûr qui ont des troubles du neurodéveloppement avec cette appétence que j'ai signalée tout à l'heure et qui est reconnue sur la technologie, une appétence à l'écran, une envie de regarder plus et qui semble probablement être aggravée par les écrans et que si on prend en charge ce point-là, on améliorerait probablement pour un usage si l'usage était plus raisonné. Et puis l'autre gros pôle, cette question de ces enfants soit neurotypiques,
tout à chacun, ou avec des terrains, peut-être une fragilité génétique, une fragilité neurovisuelle, qui ont un développement altéré parce qu'ils sont face à une exposition, encore une fois, massive et précoce. On n'est pas dans les 5 minutes par jour. Donc, ce que nous, on a appelé un syndrome d'exposition, surexposition écran, ou un syndrome épais de M. Marcelli, qui a noté trop précoce, excessive aux écrans. Et ces enfants qui, quand le sevrage est bien fait et qu'on est dans une situation peu fragile ou que tout est pris en charge, peuvent s'améliorer grandement. Donc moi, je souhaiterais, c'est un petit peu mon petit message d'aujourd'hui, que nos enfants vivent cette révolution numérique que nous vivons tous, et qu'on les a un peu laissés sur le chemin, et qu'on croit un peu que le monde des bisounours est dans les maisons, dans les familles. Ce n'est pas vrai du tout. Les écrans, ça commence très très tôt, et je pense qu'il est important devant tout trouble, quel qu'il soit, je parle même du sommeil ou autre, mais dans des troubles du développement également, de prendre en compte cet environnement qui est indéniable. Il y a des écrans partout, on le sait, et je ne vois pas pourquoi l'enfant, le petit enfant tout petit, ne serait pas impacté. Il l'est très clairement. Donc pourquoi pas imaginer ce questionnaire en pédiatrie, en neuropédiatrie, en pédopsychiatrie, dans les CRA, dans les PCO, dans les CMP. Les parents ont envie qu'on les aide et envie qu'on puisse avancer. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci de votre attention.